Pour un Québec fort, le 7e budget Girard et son déficit record entrent dans l'histoire. Bonjour à tous et bienvenue au Web Journal de la Pige ATM. C'était du jamais vu. Le budget du Québec 2025 a révélé un déficit de 13,6 milliards de dollars. Cette annonce a déçu plusieurs organismes communautaires de la région. Kim Martin s'est entretenu avec le vice-président régional de la firme de comptabilité Raymond Chabot, Grant Thornton. Et Kim, il donne la note de 6 sur 10 au plan budgétaire de la province? Oui, et Éric Dufour qualifie le budget comme étant austère. La raison pour laquelle il donne une note de 6 sur 10 au budget est parce qu'il s'agit d'un déficit hypothétique. Donc, le 13,6 milliards de dollars de déficit est basé sur l'idée que les tarifs douaniers de 25 pourraient éventuellement baisser à 10 Mais si la taxe reste telle qu'elle, on parlerait plus d'un trou monétaire de 14 à 15 milliards de dollars. Éric Dufour souligne que si le déficit est mal contrôlé, certains crédits d'impôt pourraient diminuer et il pourrait avoir une augmentation d'impôts et de tarifs comme pour l'électricité. Mais une chose est sûre, les organismes qui aident les personnes à faible revenu sont inquiets de la situation. Ils se sont d'ailleurs rencontrés hier au Comte et Cours de Jonquière pour analyser la situation. Ce qu'on peut vraiment s'attendre, c'est que dans les 2-3 prochaines années, on va avoir un appauvrissement très rapide des personnes en situation de pauvreté, et pas juste les personnes en situation de pauvreté. La classe moyenne basse va s'appauvrir de plus en plus et va devenir la nouvelle pauvreté du Québec. On voit que dans le budget, il apporte de l'aide aux gens vulnérables, mais finalement, quand on le regarde en profondeur, c'est de l'aide pour les banques alimentaires, de l'aide pour favoriser l'emploi, mais rien concrètement dans les poches des gens qui en ont besoin. Puis la banque alimentaire, c'est une solution de dépannage, elle ne devrait pas être une solution à long terme. Du côté de la santé et de l'éducation, peu d'investissements à venir. Donc, on parle de 2 du budget qui serait alloué à l'éducation, ce qui ne couvrirait pas les frais d'entretien et administratifs scolaires. Donc, les syndicats craignent le pire. Ça aurait pris 3 pour assumer les coûts de système alors qu'ils n'accordent que 2 Bien, ça, ce que ça signifie, bien, c'est évident que pour nous, c'est très inquiétant parce qu'il y a des coupes dans l'éducation qui sont à prévoir. J'ai également parlé à la vice-présidente de la Fédération de la santé et des services sociaux, Mme Hélène Brassard, et elle déplore le budget. Elle ne comprend pas qu'avec le manque d'argent fourni au CLSC et l'achalandage dans les urgences, le gouvernement du Québec compte donner autant d'argent au secteur privé. Et Kim, le budget ne peut pas être modifié, mais est-ce qu'il y a des gestes qui pourraient aider l'économie de la région? Oui, donc Éric Dufour croit qu'investir dans des projets privés pourrait faire croître l'économie régionale. Donc, au-delà de ce budget-là, on peut contrôler ce qu'on peut contrôler. Donc, c'est là que je lance le message à la concertation régionale. Arrêter les chicanes, accélérer l'acceptation des projets, déréglementer certaines choses, faire avancer notre économie dans la région. Merci, Kim. Merci. Les circonscriptions de l'élection fédérale du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont été remaniées. Ces nouvelles délimitations causent des mécontentements chez les candidats, plus particulièrement pour Jonquière, qui regroupe maintenant des municipalités au nord du Lac-Saint-Jean. Après environ 3 ans de négociations, Saint-David-de-Falardeau, Saint-Honoré et Sainte-Rose-du-Nord font désormais partie de Chicoutimi-le-Fjord. Radio-Canada rapporte que Rio Tinto a reçu 3 nouvelles amendes du ministère de l'Environnement totalisant 25 000 $. La compagnie a été sanctionnée pour 2 déversements qui ont contaminé la rivière Saguenay et pour avoir rejeté dans l'environnement des matières dangereuses au complexe industriel de Jonquière. Ces amendes ont aussi été imposées pour la lenteur de Rio Tinto à signaler l'urgence environnementale alors que la loi oblige à le faire immédiatement. Ces événements surviennent alors que la multinationale a accidentellement déversé de la bauxite à la baie il y a 2 semaines. L'entreprise Proco risque de perdre la moitié de ses soudeurs en raison des nouvelles mesures entourant le programme des travailleurs étrangers temporaires. Les candidats régionaux du Bloc québécois et Alliage 02,
qui regroupe 300 entreprises manufacturières au Saguenay-Lac-Saint-Jean, font front commun pour défendre les intérêts économiques de cette industrie qui crie à l'aide. Émile Lavoie, pourquoi le Bloc s'intéresse-t-il à la main-d'œuvre immigrante dans le domaine manufacturier? Eh bien, Marion, ce n'était pas leur intérêt premier. D'abord, le Bloc québécois s'est plutôt rendu à consulter le domaine manufacturier afin de savoir si les tarifs douaniers américains allaient les impacter et à quelle hauteur. Mais ce n'est pas la préoccupation première de cette industrie importante au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce serait plutôt les restrictions, les nouvelles restrictions dans le programme de travailleurs étrangers temporaires qui poseraient problème. On écoute Alexis Brunel-Duceppe à ce sujet. Oui, les tarifs, c'est un enjeu pour ces gens-là, mais il nous disait l'enjeu des travailleurs étrangers temporaires, les nouvelles mesures que le gouvernement fédéral a mises en place à l'automne, c'est encore un plus gros défi à très court terme pour nous. Oui, les tarifs, c'est quelque chose qui vient accentuer la crainte et l'incertitude pour ces secteurs économiques-là, mais il ne faut surtout pas évacuer ou occulter l'enjeu des travailleurs étrangers temporaires parce que pour eux, c'est même une priorité par rapport aux tarifs. Et Émile, quels sont les changements qui suscitent précisément l'inquiétude? Alors, le gouvernement libéral a annoncé une réduction du nombre d'immigrants temporaires au Canada au cours des 3 prochaines années. Et pour ce faire, il y a justement des modifications dans le programme de travailleurs temporaires étrangers au Canada. Et puis, ce n'est pas nécessairement ce qui dérange ou qui inquiète pour le moment le Bloc québécois, mais ce serait plutôt la méthode par laquelle ces réductions vont se faire, puisque selon Mario Simard, ce ne serait pas adapté à la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et puis les mesures seraient trop strictes justement pour notre région. Et puis l'entreprise Proco, mentionnée plus tôt, située à Saint-Nazaire, est directement touchée par ces nouvelles restrictions puisqu'elle perdrait la moitié de ses 95 soudeurs. Ce sont des gens en majorité originaires du Mexique qui devraient avoir des complications afin de renouveler leur permis de travail. On parle ici de permis qui, maintenant, dans les nouvelles mesures, dureraient seulement 1 an. Et puis, déjà qu'ils sont compliqués à obtenir, 1 an de permis de travail, c'est peu comparativement à 3 ans dans les anciennes méthodes de ce programme. Justement, Jean-Denis Toupin déplore ces nouvelles complications. 60 personnes, on pourrait dire, vous pourrez en garder 6, mais non, parce que les 30 qui sont des travailleurs étrangers ne comptent pas, donc il nous en reste 30. Puis là, 10 de 33, on peut en renouveler 3 pour 1 an, puis on va être dans ce cercle-là à tous les 6 mois. C'est intenable. Merci, Émile. L'heure est aux excuses pour le candidat libéral Mark Carney. Il a fait l'usage de paradis fiscaux lorsqu'il était à la tête de Brooksfield Asset Management, une compagnie canadienne de gestion d'actifs. Il s'est d'ailleurs défendu ce matin en disant qu'il avait utilisé cette stratégie seulement pour maximiser les gains d'investisseurs institutionnels. Mark Carney s'est aussi excusé plus tôt dans la journée concernant l'incident de mardi soir où il avait confondu la tuerie de Polytechnique et celle de Concordia. Il s'est aussi expliqué concernant l'erreur de nom de sa candidate Nathalie Provost. Selon lui, ces maladresses ne démontrent aucunement un désintérêt envers le Québec. La ville de Saguenay procède à l'abattage de 500 frênes. Les opérations se concentrent pour l'instant sur le boulevard Talbot et la rue Sydenham à Chicoutimi. L'argile du frêne est un insecte qui s'attaque à ces arbres et c'est pour cette raison que la ville de Saguenay a décidé de couper ces frênes touchés. La piscine du cégep de Chicoutimi fermera temporairement ses portes à compter du 1er avril. L'installation sera remise à neuf au plus grand bonheur de ses usagers, mais avant de profiter à nouveau de ce bassin, les nageurs devront faire preuve de patience. Laurence Trahan, cette fermeture est tout un casse-tête pour les adeptes de sport aquatique. Oui, souvenons-nous que des travaux avaient été annoncés plus tôt en 2024 et bien que ce projet de rénovation soit nécessaire en raison de sa vétusté, il demeure que c'est un casse-tête pour plusieurs adeptes, comme plusieurs activités seront relocalisées. Par exemple, la ville de Saguenay a déjà déplacé la majorité de ses cours de natation ailleurs sur le territoire, mais aussi parfois selon de nouvelles plages horaires.
Dans le cas des cours de natation, la très grande majorité, effectivement, peut être déplacée, relocalisée, avec tout ce que ça signifie, évidemment, d'ajustement dans l'horaire puis de déplacement plus loin, mais en même temps, on ne peut pas apprendre à nager ailleurs que dans une piscine, donc on n'a pas le choix de se déplacer. Laurence, ce n'est pas si simple pour tous les nageurs. Oui, pour les organisations qui ne sont pas chapeautées par la ville de Saguenay, les enjeux sont supplémentaires. Prenons par exemple le club Endurance Fjord qui tarde à se trouver un nouvel endroit où nager et ce, à quelques jours de la fermeture de la piscine du cégep de Chicoutimi. Il faut comprendre que l'organisation payait 60 $ pour un bloc de 1 heure au cégep de Chicoutimi, mais maintenant, il ne trouve rien en bas de la barre des 100 $. On m'a d'ailleurs confié qu'au foyer des loisirs, le coût s'élèverait à 234 $. Et comme les inscriptions qui se sont faites en octobre ne prenaient pas en compte cette explosion des coûts, on craint pour la santé financière de l'organisation à long terme. Si tout d'un coup notre coût quadruple, ça ne marche pas, là. On est capable de fonctionner. Ouais. Bon, notre club est quand même en bonne santé, puis on est capable de fonctionner, mais on ne sera pas capable de fonctionner à long terme. Il faut aussi s'attendre à une diminution de l'offre de bains libres. Par exemple, la ville de Saguenay prévoit 2 nouveaux bains libres à l'école secondaire Dominique Racine, mais ce ne sera pas suffisant pour pallier les créneaux horaires qui ont été soutenus. On a vu pendant le temps des fêtes, par exemple, il y avait beaucoup de piscines qui étaient fermées pendant le temps des fêtes. Puis au foyer des loisirs, c'est devenu l'enfer. Il y avait beaucoup de monde dans la piscine. Donc, c'est un peu ça qui risque de se passer. Puis oui, ça va décourager peut-être certaines personnes d'aller nager parce qu'il va y avoir trop de monde. Heureusement, avec l'arrivée de l'été, on peut s'attendre à avoir plusieurs piscines extérieures ouvrir, ce qui devrait donner un répit à plusieurs nageurs. Merci, Laurence. Le procès hors du commun du complotiste Daniel Pagé s'est conclu ce matin au palais de justice d'Alma. Il a été condamné à 12 mois de prison après avoir été reconnu coupable de harcèlement d'entrave à la justice et de bris de probation. Rappelons que Daniel Pagé avait réclamé la libération d'une femme complotiste emprisonnée alors qu'il se présentait sous le nom de Daniel Gaumont. Il aurait fait parvenir à la SQ et au greffe d'Alma un document provenant du tribunal militaire dont il se serait présenté comme le fondateur et le commandant. Il aurait aussi harcelé les employés du greffe d'Alma. Daniel Pagé s'est défendu lui-même sans avocat lors de son procès. Un homme a perdu la vie lors d'une collision sur le boulevard Marcotte à Roberval un peu après-midi. Le conducteur est entré en collision avec un poids lourd. L'enquête est toujours en cours pour déterminer la cause de ce tragique accident. C'est une journée spéciale aujourd'hui. Depuis 13 ans, tous les 26 mars, on célèbre la journée lavande. Elle met en avant les personnes qui vivent avec de l'épilepsie et permet de sensibiliser la population à ce sujet. Pour l'Association régionale pour les personnes épileptiques, cette journée est essentielle. Talia Chevalier, pourquoi est-elle si importante? La journée lavande vise à sensibiliser la population à l'épilepsie, réduire les préjugés, encourager et soutenir les personnes qui vivent avec cette maladie. L'association appelle à la solidarité. N'importe quelle action compte pour faire avancer la cause, que ce soit par le port de la couleur lavande, par le partage d'informations sur les réseaux sociaux ou encore le simple fait de s'informer sur cette maladie. Les personnes épileptiques rencontrent beaucoup d'obstacles dans leur quotidien. Dans la région, l'association pour les personnes épileptiques est là pour les épauler et les conseiller. Le but, réduire, briser les tabous et donner de la visibilité à cette maladie. C'est ce que nous a expliqué Laurie-Ève Picard. Il y a beaucoup de personnes qui ont encore beaucoup de préjugés, de tabous. Fait que sensibiliser les gens là-dessus, leur apprendre les premiers soins, leur expliquer, bon, bien, l'épilepsie, ça englobe quoi? Bien, ça permet aussi qu'ils se sentent plus à l'aise quand ils rencontrent des personnes épileptiques, puis qu'aussi les personnes épileptiques se sentent plus inclus dans la communauté aussi, là. Et Talia, on banalise souvent l'épilepsie, mais c'est quoi exactement? Oui, on la banalise beaucoup, alors que certaines conséquences peuvent être majeures pour les personnes épileptiques ainsi que leurs proches. L'épilepsie est le deuxième trouble neurologique le plus répandu au monde après les migraines et touche environ 90 000 personnes au Québec. Cette maladie neurologique est complexe avec différents types de crises en fonction des personnes. Édouard Bérubé nous explique comment il a vécu sa première crise à la suite d'une commotion cérébrale. Lors d'un match de soccer, supposément parce que je ne m'en souviens pas, là, mais je me suis évanoui sur le terrain, convulsions et tout ça. Je me suis même uriné dessus, donc puis là, c'est seulement rendu dans l'ambulance parce que je suis parti de Montmagny jusqu'à Québec, c'est environ 50 minutes en ambulance. Et puis là, c'est vraiment rendu à l'hôpital. J'ai ouvert les yeux une seconde. Puis là, je comprenais pas trop j'étais où. Puis là, je me suis rendormi, je me suis réveillé le lendemain. Puis
c'est vraiment bizarre puisque c'est comme si tu étais un peu dans un coma, tu t'en rends pas compte, tu sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est vraiment les autres autour de toi qui te comptent ça, puis là, tu es comme « Ah ouais ». Pour l'occasion, la ville de Saguenay illuminera ce soir le centre culturel du Mont-Jacob à Jonquière et le pont Monseigneur Dufour à la baie en violet. Merci, Talia. Plaisir. Donald Trump a signé hier un décret exécutif pour restreindre le vote par correspondance. Dorénavant, nos voisins du Sud devront présenter une preuve de citoyenneté au moment de leur inscription sur les listes électorales. Le président soutient fermement que les États-Unis seraient un pays malade en raison de fausses élections. Davantage de contrôle serait ainsi donné aux États. Selon Radio-Canada, certains experts s'apprêtent à contester ce document qui contiendrait un dépassement des prérogatives de l'exécutif. D'ailleurs, parlant des États-Unis, le taux d'enrôlement dans les forces armées canadiennes a augmenté drastiquement depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et de ses tarifs, selon la presse. Des livres québécois ont été piratés et utilisés pour entraîner l'intelligence artificielle de Meta. C'est ce qu'a révélé le magazine The Atlantic il y a quelques jours. Meta aurait utilisé le site Library Genesis, une base de données contenant des millions de livres piratés, pour entraîner Llama, son modèle de langage. Les œuvres de Patrick Sénégal, d'Anaïs Barbeau-Lavalette ou encore de Simon Boulris se retrouvent dans cette bibliothèque piratée. Le magazine The Atlantic indique qu'il est toutefois impossible de savoir quels ouvrages répertoriés ont été utilisés pour entraîner l'IA de Meta. Des poursuites contre les entreprises qui développent des modèles d'intelligence artificielle ont déjà été initiées aux États-Unis et en Europe. Maintenant, on va rejoindre Corinne Bélanger à la météo. Corinne, est-ce qu'on peut déjà enlever nos manteaux d'hiver? Pas trop vite, Marion, parce que l'hiver n'a pas dit son dernier mot. Il tombe quand même quelques centimètres de neige depuis le début de la semaine et comme on a pu le voir aujourd'hui, ça n'a pas fait exception. Pour l'instant, c'est 2 cm de neige qui sont tombés au courant de la journée à Saguenay et quelques nuages du côté d'Allemand et Roberval. Ce soir, il fera un ressenti de -3 et -4 degrés un peu partout dans la région et un max de -9 cette nuit. Pour ce qui est de demain, la girouette tourne de l'autre sens en faveur du beau temps. C'est du soleil toute la journée et une température de 4 degrés à Jonquière et 6 degrés pour Allemand et Roberval. Mais il faudra en profiter de cette belle journée de jeudi parce que le lendemain, on retourne dans la neige de 2 à 5 cm de neige, dépendamment de la région. C'est surtout à Jonquière et Chicoutimi. En effet, une journée de neige intermittente et un ciel assez nuageux partout dans la région avec une température de -7 degrés Celsius. On garde espoir. Le Festival des musiques de création vient de dévoiler sa programmation. Du 8 au 17 mai, 11 spectacles seront présentés au studio Desjardins du CEM, au Côté-Court et à la chapelle Saint-Cyriaque, et aussi à la salle Orphée et à la salle du Facteur à Jonquière. Pour cette 33e édition, les spectateurs peuvent s'attendre à Joran et le groupe californien Sleepy Time Gorilla Museum en tête d'affiche. Au total, ce seront plus de 40 artistes qui seront présents lors du festival. C'est ce qui conclut ce web journal de la Pige en direct. Merci d'avoir été des nôtres. Vous pouvez continuer de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Bonne fin de journée.